Allez, on y va. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Walf et bienvenue dans votre émission Actu en 7. Actu en 7 qui a le plaisir de recevoir le professeur Djiby Diakhaté. Il est sociologue. Professeur, bonjour. Bonjour, je suis très content de participer à cette activité, de revenir à Walf qui est ma maison. Merci également à vous. Nous sommes également avec Thierno Diop. Il est lui journaliste et chroniqueur politique. Thierno, bonjour à vous. Bonjour Moustapha. Merci à tous les deux d'avoir bien répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons donc essayer d'analyser les grandes actualités de cette semaine. Une actualité de la semaine qui reste d'ailleurs dominée par le procès Serigne Assane Mbacké Pape Morlo à Diourbel. C'est dans le cadre de l'enquête sur le saccage des bureaux de vote à Touba. Le procureur, maître des poursuites, a requis la relaxe pour Assane Mbacké et Morlo, faute de preuves. Des preuves, justement, il faudra en trouver contre le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, élu député. Ses avocats exigent sa libération immédiate. Les preuves, ce n'est certainement pas ce qui manque contre ceux que certains ont fini d'appeler les insulteurs du net. Il s'agit notamment de ce fameux Assane Diouf, qui aurait été d'ailleurs arrêté par la police de l'immigration américaine. Nous en parlerons tout à l'heure. Et puis il y a ce terrain glissant du discours ethnique sur lequel s'est aventuré le professeur Hamidou Dia, conseiller spécial du chef de l'État. Comment expliquer ces écarts? Comment expliquer ce que certains ont appelé ce manque de respect qui emporte là où les responsabilités? C'est donc autour de ces questions que nous allons échanger pendant 1 heure. Mais on va commencer avec vous, Thierno, pour parler d'abord politique avec le procès Serigne Assane Mbacké à Diourbel. C'était ce jeudi. Ils ont finalement été... le verdict est attendu le 24, mais le procureur a requis la relaxe. Est-ce que vous vous attendiez à un tel dénouement? Non, bien sûr, il y a quelque part incongruité. Parce que ce qu'il faut indexer en premier lieu, c'est l'empressement avec lequel tout cela s'est fait. Mais moi, je ne vais pas beaucoup m'abonder sur les aspects juridiques ou judiciaires quelconques, mais peut-être m'appesantir sur l'aspect purement politique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Touba ne doit pas occulter le fait que ces élections se sont déroulées dans le plus grand désordre et qu'il est en train de se remettre en cause des acquis du passé. C'est-à-dire que Moustapha, au Sénégal, depuis au moins 2 décennies, on n'a pas de problème de contentieux post-électoraux. Les lendemains d'élections ont toujours été calmes. Si aujourd'hui on en revient à une situation de case de départ, je crois que c'est le régime qu'il faut incriminer en premier chef. Et que comme j'ai eu à le décliner à travers plusieurs niveaux, Macky Sall ne doit pas, lui qui incarne la rupture, tel que c'est énoncé dans son programme politique à la veille de son accession au sommet de l'État, lui qui incarne donc cette rupture ne doit pas faire moins que Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade. Eux, en leur temps, ils avaient donc proposé des autorités consensuelles à la tête du ministère en charge de l'organisation des élections. Avec Abdou Diouf, c'était le général Lamine Cissé. Avec Wade, quand bien même Maître Ousmane Ngom est resté à la tête du ministère de l'Intérieur, mais il avait été déchargé de la prérogative d'organiser des élections. Et on avait choisi un haut fonctionnaire de l'État à la personne de Cheikh Gueye, fort de sa qualité d'inspecteur général d'État, de directeur des élections, pour le nommer chargé des élections. Tout est-il que tout cela ne doit pas passer par perte et profit, et quel que soit l'issue du procès concernant Moussa Assane Mbacké et compagnie, on doit pouvoir assainir, pacifier l'espace politique, faire en sorte que la démocratie sénégalaise conserve son éclat d'antan, puisse donc reluire de 1000 feux dans le concert des nations africaines, comme cela a toujours été le cas. Alors, professeur Djiby Diakhaté, ce procès-là, le procureur qui, on le suppose, doit poursuivre Serigne Assane Mbacké et Morlo, a lui-même requis la relaxe. Certains disent que ça entre peut-être dans le cadre d'une volonté d'apaisement du pouvoir. Est-ce que, de l'espace politique, est-ce que vous avez cette même lecture? Normalement, si on est dans une république, cette lecture pose problème. Dans une république, nous devons avoir la séparation des pouvoirs et chaque pouvoir doit s'occuper de ce qu'il a à faire. Le pouvoir exécutif doit élaborer et exécuter des politiques publiques pour le bien-être, le progrès des populations. Le pouvoir législatif doit contrôler l'action gouvernementale et doit mettre en place un dispositif législatif qui détermine le fonctionnement de la communauté tout entière. Et nous avons les cours et justice, le
indépendant. Lorsque Montesquieu, dans l'esprit des lois, considère que tout homme qui possède un pouvoir est naturellement tenté d'en abuser. Il considérait que pour éviter les abus de pouvoir, il faut éviter de concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme ou d'une seule structure. D'où le principe de la séparation, mais aussi de l'autonomie des pouvoirs. C'est un élément important, l'autonomie des pouvoirs. Chaque pouvoir doit être indépendant par rapport aux autres. Donc, dans une république, le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant, en principe. Et c'est un pouvoir qui ne tient compte que de la loi. Évidemment, il faut qu'il y ait des preuves, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments sur la base desquels on apprécie. Mais en tout état de cause, je suis d'accord avec votre confrère sur l'analyse de la question, en tout état de cause, la démocratie, contrairement à ce qu'on pense dans beaucoup de pays africains, ce n'est pas seulement des élections. Les élections constituent un élément important dans la vie démocratique. Mais la démocratie, c'est une culture, c'est des civilités, c'est des us, c'est des coutumes, c'est des traditions, c'est des réflexes qui, incarnés par des acteurs, se traduisent finalement dans la vie sociale par l'équilibre, la balance, l'équité, la justice, etc. Or, il se trouve que par rapport à ces élections, il faut bien le noter, je crois que même les observateurs extérieurs qui sont venus ont dit ça va dans l'ensemble, même s'il y a. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un cutus sans condition. Il y a des principes, des manquements qui ont été notés. Je crois que même les organisateurs au niveau du pouvoir ont noté, ils parlent plutôt de quoi? Bon, mais quel que soit le terme qui est utilisé, il faut noter qu'en amont, il y a des difficultés. Au moment de l'exécution des opérations, il y a eu des difficultés. Et après, bien entendu, on se rend compte que je crois que le Sénégal ne devrait pas être, compte tenu de son niveau de maturité démocratique, ne devrait pas être dans cet espace-là. On devrait dépasser cette affaire. Au Sénégal, on ne devrait pas terminer des élections en comptant non des cartes, mais des prisonniers ou des cadavres. Et malheureusement, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, on reviendra tout de suite sur ces élections-là et la lecture qu'on peut en faire. Mais vous l'avez dit, il y a cette nécessité d'avoir une autonomie des pouvoirs. C'est pour un bon fonctionnement de la démocratie. L'équilibre des pouvoirs. On a vu cette semaine, dans l'affaire, par exemple, Malick Ba, du nom de ce jeune homme qui avait été tué à Sangalkam, que le ministre de la Justice lui-même s'est offusqué contre une décision du juge en charge de ce dossier-là. Est-ce que là, on n'est pas dans un cas typique de la violation de ce que vous appelez l'autonomie des pouvoirs? Mais il y a un problème lorsque le président de la République lui-même, au moment de la poursuite qui était faite contre un certain nombre de personnes, et ces poursuites étaient faites avec la CREI, qu'il dit lui-même qu'il a mis sous coude certains dossiers. Il y a quand même un problème. Je vous dis simplement que tant qu'on n'en arrive pas à un niveau où les pouvoirs sont nettement séparés, il y aura un problème. Et on dit bien que le Sénégal est un état de droit, ça pose problème. On dit bien qu'on est dans une république, ça pose problème. Parce qu'en fait, une république, un état de droit, ça fonctionne avec des principes clairs, transparents. On sait qui doit faire quoi, qui doit se prononcer sur telle autre chose. Mais on ne peut pas dire, évidemment, qu'on met en place une justice qui semble être sélective, parce que c'est de là qu'il s'agit. Il y a certains qui ont été poursuivis dans le cadre de l'enrichissement illicite ou des biens mal acquis, je ne sais pas comment on a appelé le terme. Mais dans tous les cas, on sait que dans la liste des personnes qui avaient été poursuivies, il n'y a qu'une ou deux personnes qui finalement ont été inquiétées. Et les autres sont... Il y a un problème. Je crois qu'il faut s'arrêter quand même. Parce que si on veut avoir un État équilibré, si on veut avoir... Nous tous, nous travaillons dans ce sens-là. Nous voulons une république où il y a l'équilibre. Une vraie république respectueuse des principes de fonctionnement de la démocratie et de la république. Mais cela, ça suppose que les uns et les autres jouent le jeu. Que ceux qui exercent le pouvoir exécutif acceptent que la justice est indépendante. Que ceux qui sont au niveau de la justice aussi revendiquent et jouent le jeu convenablement en refusant toute forme d'ingérence dans leur activité par qui que ce soit. Parce qu'évidemment, il est clair qu'exercer la justice n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des influences qui viennent de toutes parts. Mais je crois que la formation, la probité, etc., devrait pousser l'acteur, notamment celui-là qui est dans la justice, à se dire, au fond, je suis insensible à toutes ces formes d'influence. Tout ce qui m'intéresse, c'est la justice. Mais on se rend compte qu'il y a on va donc revenir à ces élections-là. La lecture de l'organisation même des élections. La coalition de Abdoulaye Wade avait sorti un livre blanc pour lister ce qu'ils ont appelé les manquements, incohérences et même fraudes. Le ministère de l'Intérieur répond en reconnaissant quelque part des couacs. Mais il y a un cas qui intéresse tout le monde, c'est le cas de Touba. Lui, le dénouement auquel on est en train d'assister, ne donne-t-il pas raison à ceux qui ont toujours dit que quand même à Touba il y a eu du sabotage parce que quoi qu'il en soit, le pouvoir se savait battu?
Mais je crois que par-delà même ces dernières élections, il y a eu un précédent dangereux avec le référendum où je crois des milliers de Sénégalais avaient été privés de ce droit constitutionnel. À Touba notamment. À Touba. Et que c'est un cas similaire qui se reproduit dans beaucoup de localités où le pouvoir en place n'est pas trop représentatif. Et cela induit un procès en suspicion légitime contre le pouvoir. Il y a, comme qui dirait en toile de fond, une volonté de fragiliser l'opposition. Cela coule de source. Il faut avoir, comment dirais-je, le droit de le dire, de pouvoir l'exprimer. Parce que sous les régimes précédents, on a toujours assisté à ça. On proclame l'indépendance de la justice, l'état de droit, alors que c'est le contraire qui se passe dans les faits. En réalité, la noblesse des discours est souvent contraire à la routine des actes. Il y a une certaine démagogie qui se passe. Mais tout est-il que, moi je crois que si on procède par déduction, le pouvoir est peut-être tombé dans son piège. Moustapha, souvenez-vous qu'au lendemain du référendum, bon, il y avait une sorte de déséance de crédibilité qui avait frappé la classe politique. Parce que l'écrasante majorité des électeurs potentiels avaient boycotté ce référendum. Ça avait été une douche froide pour le régime. Bon, ils ont construit leur discours sur le stock mort. Bon, ils se disaient que bon, ça a toujours existé. Il y a toujours eu un stock mort qui n'a pas... D'ailleurs, c'est un des arguments qui avait été brandi pour la... C'était même l'argument principal. Hein, c'était même l'argument principal. Bon, à partir de ce moment-là, ils ont opéré une refonte du fichier. Une certaine opposition soupçonnée à travers cette manœuvre, bon, une manière de, comment dirais-je, en tout cas, de faire des choses, certaines choses, bon, peut-être, on ne pourrait pas dire, voilà, pas du tout catholique ou musulmane, en tout cas. Bon, après, ils sont tombés dans leur propre pièce. Après, on a assisté à un rush. Des gens sont allés s'inscrire massivement. Mais parce que là, on ne peut pas parler de quoi, c'est des faits extrêmement graves, où près d'1 million de Sénégalais ont été privés donc d'accomplir un droit constitutionnel. Ça, c'est pas grave. On ne peut pas faire passer ça par perte et profit. D'autant plus que, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, depuis au moins plusieurs décennies, on n'a pas de problème d'élection majeur. Et qu'il y a des acquis qui sont peut-être en train d'être remis en cause. Et ça, c'est très grave. Parce que, bon, Macky Sall, comme je l'ai dit tantôt, devait pouvoir, donc, au lendemain de son accession au pouvoir, poser les réformes majeures. Et j'en reviens à ce que disait le professeur. C'est par rapport à la nature du régime qu'on a. Un régime présidentiel qui est peut-être héritier de la Constitution de 1963. Ça dit que Senghor, au lendemain de ses déboires avec Mamadou Dia, il a voulu donc renforcer ses prérogatives. Il a institué un régime présidentiel. Et suprême incongruité, aussi bien Wade que Macky Sall, bon, ils ont tenu des référendums et n'ont pas pris peut-être le temps de travailler à une meilleure séparation des pouvoirs. Et que, comme l'a dit le professeur, peut-être il a cité Montesquieu, mais Lord Acton ajouterait que le pouvoir rend fou, le pouvoir absolument fou. Et je suis encore surpris qu'au lendemain de ces législatives catastrophes, qu'on n'a pas encore pris la pleine mesure du danger qui nous guette. D'accord. Alors, on va rester sur cette lecture-là. Le cas spécifique de Touba, professeur Djibi Diakhaté, beaucoup en ont parlé, les analystes politiques ont fait leur lecture des résultats, les journalistes, les politologues, mais du point de vue sociologique, est-ce qu'on peut trouver une explication à ce que d'aucuns ont pratiquement qualifié de défiance, je mets les guillemets bien sûr, de Touba à l'endroit du pouvoir politique? En fait, je crois que si on convoque l'histoire, on se rend compte que la confrérie mouride s'est posée depuis la période coloniale en s'opposant à l'administration coloniale. Cheikh Ahmadou Bamba était un résistant, quelqu'un qui n'a pas accepté la politique assimilationniste de l'homme blanc. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, évidemment, l'homme blanc est quelqu'un qui était venu exploiter les ressources locales, sur le plan économique, mais aussi et surtout sur le plan culturel. Faire en sorte que les indigènes se départissent de leur culture et qu'ils adoptent la culture de l'occidental. Ils sont passés par l'école, ils sont passés par les cercles administratifs, ils sont passés par les cercles judiciaires, etc. Donc, ils ont utilisé plusieurs supports pour assimiler l'homme noir. Et ils ont vaincu pratiquement toutes les résistances armées. Il fallait mettre en place une forme de résistance intelligente pour protéger les populations contre ces méfaits de la colonisation, et Cheikh Ahmadou Bamba s'est inscrit dans cette dynamique-là. Ce qui lui a valu d'ailleurs des déportations en Mauritanie, des déportations au Gabon, une résidence surveillée à Thiéyène, à Diourbel, etc. Donc, du point de vue de l'histoire, on se rend compte évidemment que le mouridisme s'enracine dans un espace essentiellement marqué par le refus.
par la résistance de l'oppression sous toutes ses formes, surtout lorsque cette oppression repose sur quelque chose qui n'est pas juste. Et après, on sera... Abdoulaye Wade a joué un rôle important en termes de domiciliation, de réconciliation de l'État avec les attentes des populations locales et notamment des populations de Touba. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui ressemble à un dû que sont conscientes dans le rapport avec Wade, qu'on lui doit quelque chose, parce qu'il a fait quelque chose pour nous. Non pas parce que sur le plan des infrastructures, il y a des réalisations qui ont été faites, mais en termes de proximité, en termes de proximité principielle. On dirait de reconnaissance. Voilà, c'est les principes, c'est la façon de faire, etc. Et quelque part, on le lui a rendu. Avant les élections, j'ai discuté avec des jeunes ressortissants de Touba qui étaient à Dakar, qui m'ont dit, nous sommes allés prendre notre carte, mais cette carte, c'est une carte Wade. Donc c'est clair, et ils s'étaient inscrits dans cette dynamique. Je crois que c'est ce qu'il faut savoir. Moi, la lecture que j'en fais, c'est que les populations ont une certaine maturité. Et les populations ont tendance à donner à l'autre ce qu'il leur a déjà donné. Alors, cette dynamique du don contre don, dont parle Marcel Mauss, est un élément qui est important dans le fonctionnement des communautés. C'est qu'en réalité, la personne ne vous respecte pas. Chez nous, ça se passe comme ça. Seule mesure où, dans vos actes quotidiens, vous lui témoignez un certain respect et que vous respectez sa dignité. C'est pas l'avoir, c'est pas les richesses, c'est pas etc. Mais il faut respecter la personne, non pas parce qu'elle est, non pas parce qu'elle a, mais parce qu'elle est. Et c'est ça, je crois, qui s'est manifesté au niveau de Touba. En parlant de respect, je reviens à vous, Thierno, tout de suite. En parlant de respect, du don contre don, est-ce que, quelque part, au-delà de cette lecture historique que vous venez de faire, on peut dire que les populations de Touba, je ne parle pas de la classe maraboutique, mais les populations sont en train de faire payer au pouvoir politique, au pouvoir de Macky Sall notamment, des actes qui ont été posés, des discours qui ont été prononcés par le président lui-même. On revient souvent sur ce fameux discours d'entre les deux tours. Le marabout est un citoyen comme tous les autres. Des actes ou bien des discours prononcés ou posés par des gens qui sont aujourd'hui autour du chef de l'État. On a également parlé de cette décision-là de retirer à certains marabouts des véhicules qui leur ont été donnés par Abdoulaye Wade. Le khalife général des Baye Fall, on en parle. Quelque part, on peut se dire que peut-être la classe maraboutique a pardonné, mais les populations de Touba, elles continuent de faire payer au pouvoir ces actes-là. À cela, il faut ajouter les maladresses de certains mandataires du régime qui étaient à Touba et qui ont eu à agir ou à tenir des discours qui ont offusqué certains habitants de Touba. Je crois que tous ces éléments-là montrent qu'au total, il me semble que l'électorat de Touba s'est orienté non pas contre Macky, mais pour Wade. Voilà. Donc l'idée, c'est que c'est Wade vraiment qui nous avons été proches de Wade. Et c'est ça la lecture. C'est que l'homme des gouvernés, qu'il y ait une proximité entre le gouvernant et le gouverné, c'est un élément important. Et la proximité, ce n'est pas seulement matériel. La proximité, elle est affective. C'est en termes de discours, en termes de posture, en termes de profil, en termes d'interaction que j'ai avec les gens qui sont à la base. C'est cela qui traduit cette estime que les populations peuvent avoir pour nous. Donc c'est moins une appartenance confessionnelle, ethnique, etc. Je crois que c'est plus la considération, simplement la proximité. Les populations respectent ceux qui les respectent. D'accord. Thierno. Je ne vais pas abonder dans le même sens que le professeur. Oui. Je vais peut-être battre après son idée. Je crois que c'est un peu irrationnel. C'est quelque chose de difficile à expliquer de manière rationnelle. Bon, parce que moi je pose une question. En dehors de la symbolique, bon, qu'est-ce que Wade a fait pour Touba que Macky Sall n'a pas fait? C'est une question qu'on doit se poser. Moi je crois que ce régime a consenti beaucoup d'investissements au profit de Touba. Et je crois que si on fait donc un calcul, en 5 ans de gestion de Wade et 5 ans de gestion de Macky, je crois que ce que le second nommé a fait pour cette cité religieuse, moi je crois que Wade ne l'a pas fait. Peut-être qu'il y a une ruse politicienne et une symbolique. Bon, parce que là, bon, c'est une question peut-être un peu, je ne sais pas. Bon. Professeur Djibi dit qu'au-delà des investissements ou bien de ce que le pouvoir voilà, ce que je voulais dire, parce que Moussa, nous sommes journalistes. Qui sont ceux-là qui attaquaient Macky sur ce flanc? Ils sont tous aux côtés de Macky Sall. Ceux qui disaient que Macky combattait Touba. Il y en a beaucoup des marabouts. Oui, ils sont Sall aujourd'hui. Bon, c'est-à-dire que bon, ils ont peut-être instrumentalisé le religieux quelque part, quoi.
bon, ils ont peut-être profité de la naïveté de certains pour pouvoir monter donc une certaine frange des mourides. Mais quand vous dites qu'il y a maintenant, une dose... pour souscrire à ce que dit maintenant le professeur, bon, le régime n'a pas été trop à droite. Ils ont été trop radicaux à travers le discours. Ils ont oublié, comme disait Hegel, que toute dialectique est à la fois conservation et dépassement. Bon, à vouloir instaurer une rupture progressivement, donc étape par étape. Mais dire carrément qu'on peut couper le cordon ombilical, moi je crois que ça a été une maladresse d'ours qui a été rédhibitoire au régime. Thierno, quand vous dites qu'il y a une dose d'irrationnel dans la réaction des populations de Touba, est-ce que ce n'est pas donner raison à professeur Djibi Diakhaté quand il dit que les populations de Touba ont voté pour Wade et non contre le pouvoir? Est-ce que vous n'avez pas un problème pour expliquer pourquoi ils sont encore très attachés à Abdoulaye Wade? C'est la symbolique. La symbolique. Voilà, c'est la symbolique, moi. Je crois que donc il y a une abstraction, quoi. Mais de manière concrète, comme j'ai dit, quoi. On ne peut pas mettre le doigt sur quelque chose et dire que ça, là, Wade a fait ça, alors que Macky ne l'a pas fait. Bon, pour en revenir, moi je crois que de manière générale, je regrette, Moustapha, la conférisation du vote et l'initiation du vote au Sénégal. Et c'est la plus grande tendance donc, qui s'est dessinée au lendemain de ces législatives. Sous tous ces formats, parce que bon, le président Senghor, on peut ne pas être d'accord avec lui sur plusieurs aspects, mais au moins il a construit une nation. Donc au Sénégal, dans la stabilité, il disait comment vouloir de vie commune. Il y a des questions qui ne se posaient pas par le passé au Sénégal et qui se posent avec acuité depuis 12 ans, je dis bien depuis 12 ans, et qui suprême donc curiosité, Senghor et Abdou Diouf avaient tous bénéficié d'un nigel des différents khalifes généraux mourides. Serigne Fallou et Macky Sall et Abdoulaye Wade n'ont pas eu ce privilège. Voilà. D'accord. Alors, je rappelle que c'est bien l'émission Action en 7 que vous suivez, que nous recevons aujourd'hui professeur Djibi Diakhaté et Thierno Ibrahima Diop, journaliste chroniqueur. Je reste avec vous, Thierno, pour justement parler de ces élections-là. Les résultats, on a dit qu'il n'y a pas eu vote. Certains, on l'a dit, il y a même eu une non-élection à Touba. Malgré tout, le Conseil constitutionnel a validé les résultats, rejeté tous les recours, et certains ont dit que c'est une fuite en avant des 7 sages. Est-ce que cette lecture vous agrée? Moi, ce que je déplore, c'est que à travers tous les régimes, on a toujours eu un problème avec le... Je crois que c'est souvent peut-être le dernier né d'Égypte qu'on attaque à la place du pouvoir. Mais tout est-il que, comme on l'a dit tantôt, le référendum devait être le lieu de poser des réformes majeures, dans le sens d'instaurer un climat de confiance entre les Sénégalais et la justice. Parce que la justice, je crois que c'est moins les décisions qu'on rend qui sont importantes que la perception qu'on a de cette justice. Qu'il y ait un sentiment de confiance par rapport à la justice. Là pour délibérer sur si le Conseil constitutionnel a fait son rôle ou pas, moi je crois que ce serait fastidieux. Ce que je veux qu'on dise, c'est que pourquoi dans les grandes démocraties comme la France et les États-Unis, on n'attaque pas le Conseil constitutionnel? Parce que dans ces pays-là, il y a des choses qu'un juge ne pourrait pas se permettre de faire. Et que depuis 5 ans, bon, bien même un peu plus ou moins avant, bon, il y a beaucoup d'attaques par rapport à cette institution. Et je crois que il y a quelque part une responsabilité, quoi qu'on dise. Alors, la vérité aujourd'hui, professeur Djibi, il y a souvent des décisions de justice qui, à défaut d'être curieuses, quand même, suscitent débat. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, au-delà des décisions, disons, rendues sur ces élections-là, qui concernent principalement les politiques, même si les élections, c'est pour tous les citoyens, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une crise de confiance entre le citoyen sénégalais et ceux qui sont aujourd'hui chargés de de donner la justice dans ce pays? Bon, à mon avis, il y a un problème de compréhension et d'adhésion des populations aux institutions. En fait, il n'y a pas une sorte d'éloignement entre les populations et les institutions. Parce que simplement, les institutions dont nous disposons aujourd'hui sont des institutions qui nous viennent de notre ancien maître. En réalité, nous avons l'impression que nous continuons simplement à fonctionner selon le modèle de l'ancien colonisateur. Il a une Assemblée nationale, nous avons une Assemblée nationale qui fonctionne à peu près de la même manière. Il a un Sénat, bon, nous nous sommes arrangés pour avoir un Sénat, après on l'a remplacé, après on a mis quelque chose qui ressemble à ce qu'il a mis en place. Il a un Conseil constitutionnel, nous avons un Conseil constitutionnel. Bref, nous avons un modèle institutionnel qui ne reflète pas notre identité.
C'est pour cette raison que je crois, quelque part, beaucoup ne se retrouvent pas dans ces institutions. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour l'essentiel, dans ces institutions, les décisions, le fonctionnement se fait selon la langue de l'ancien colonisateur. Oui. Qui comprend cette langue de l'ancien colonisateur? Nous avons encore dans notre population un pourcentage important d'acteurs qui ne comprennent pas français, qui ne parlent pas français, qui n'ont pas été à l'école française et qui sont des citoyens. Alors peut-on parler de citoyenneté véritablement dans une société où vous avez un clivage entre ceux qui sont lettrés et ceux qui ne le sont pas? Ceux qui peuvent avoir accès à l'information, qui peuvent comprendre le fonctionnement de certaines choses, et ceux qui semblent être totalement exclus. On les consulte qu'au moment des élections. Et on parle pourtant de démocratie et de citoyenneté équilibrée. Il y a un déséquilibre fondamental à ce niveau-là et ça demande des réformes de fond. Je crois que les assises déjà avaient soulevé ces types de problèmes. Et après, on avait confié à Amadou Makhtar Mbow et à son équipe un travail à faire en termes de réforme des institutions. Bon, qu'est-ce qui s'est passé après? On s'est rendu compte qu'il y a des éléments, des propositions, je crois, pour l'essentiel qui n'avaient pas été. Et lorsqu'on est allé au référendum, on est allé au référendum sur la base de quelles propositions? Moi, à mon avis, je crois qu'il faut aller vers des réformes fortes et hardies. Des réformes courageuses qui nous rendraient, nous, notre indépendance et qui revendiqueraient notre dignité, notre identité en tant que groupe qui existe. Avec des références qui nous sont propres, avec des repères qui nous sont propres, c'est sur la base de ça qu'on peut construire un projet de société que l'on travaillera ensemble à construire au-delà de nos nuances. Tant qu'on continuera à fonctionner selon le modèle légué par l'ancien colonisateur, nous serons toujours à la colonisateur avec des principes que nous aurons du mal à digérer et à comprendre. Est-ce que vous pensez que pour avoir ces réformes hardies, cette rupture, il faudrait avoir un président du genre Paul Kagame, qui a fait ce qu'il a fait au Rwanda, qui a pratiquement coupé le cordon ombilical entre son pays et la France? Et bien vous pensez que c'est l'affaire de tous les citoyens, il faut du genre assise nationale pour arriver à ça? Oui, je crois qu'il faut la combinaison des deux. On a besoin d'acteurs au niveau du leadership qui incarnent ça. Je crois que c'est un élément important. Le leadership est quelque part un leadership donc qui tire les groupes vers des idéaux qu'on a établis et qu'on a travaillé à partager avec les groupes. Mais il faut aussi au niveau des groupes une masse critique importante. Parce qu'en fait, quelle que soit la sagacité du leader, s'il est seul dans son îlot, il est clair que ça pose problème et ça crée des ruptures. Il faut qu'il y ait un accompagnement et je crois que c'est important, il est possible d'en arriver à cela. Ça va prendre peut-être du temps, mais on se rend compte à travers les soubresauts que notre société est en train de connaître qu'il y a un besoin, qu'il y a une attente, qu'il y a un espoir. Comme Samuel Beckett dans En attendant Godot. C'est comme si on attendait quelqu'un, on attendait un leader, on attendait un nouveau discours. Et que ce nouveau discours, il n'est pas encore venu. N'est-ce pas? Ce leader qui est attendu, il ne s'est pas encore présenté. On a cristallisé nos espoirs en telle ou telle autre personne. Mais au bout de quelques temps de fonctionnement, on s'est rendu compte au fond que c'est la routine qui revient. Qu'il n'y a pratiquement pas de grands changements. Mais comment on peut s'attendre à des ruptures? On dit avec cette assemblée-là, est-ce qu'il y aura possibilité d'aller vers une rupture? C'est le même mode d'élection de faire, c'est les mêmes textes, etc. Est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à des ruptures? On va continuer à fonctionner selon le même modèle. Or, précisément, il s'agit de redonner au peuple le pouvoir. Parce que la démocratie, c'est cela. De redonner au peuple le pouvoir. Que le peuple se dit que je suis persuadé que c'est moi qui choisis. On ne crée pas des conditions qui font en sorte que mon choix sera remis en cause, sera perverti. C'est moi qui choisis. Et après avoir choisi, j'ai la possibilité de contrôler. J'ai la possibilité d'exiger que mes choix soient respectés. Je crois que si on n'en arrive pas à ce niveau-là, bien entendu. Avancer un peu dans ce débat, Thierno Diop, pour parler, il parlait tout à l'heure de l'Assemblée nationale qui est renouvelée, mais au risque de se retrouver avec pratiquement la même Assemblée que la précédente, une majorité écrasante pour le pouvoir, mais quand même il y a des personnalités qui seront dans la prochaine Assemblée et qui vont forcément intéresser les gens. Et on cite le cas du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Il est maire de la capitale, il est en prison, il est élu député. Un débat se pose, comment on va faire? Ces avocats exigent sa libération. À votre avis, comment est-ce qu'on va devoir gérer ça? Bon, moi, je crois que ça va peut-être, bon, par-delà les aspects juridiques, renforcer la popularité de Moussa Khalifa Sall en direction de la présidentielle de 2019. Parce que Moustapha, il faut toujours, en l'espèce, retourner à la case de départ. Parce qu'il est toujours difficile de dissocier la question afférente à l'emprisonnement de Karim Wade à une volonté de museler un adversaire politique. Parce qu'il y a toute une série de faits, un faisceau de faits concordants.
peut-être 2013-2014, tendant à faire croire que Khalifa Sall est victime de ce dont il est victime aujourd'hui à cause des ambitions présidentielles qui devaient être intactes du Parti socialiste. Moi, je crois que si Khalifa Sall était toujours dans le régime, on n'en serait peut-être pas là. Et que les ambitions donc, présidentielles qu'il nourrit sont bel et bien légitimes pour un parti socialiste qui est la doyenne des formations politiques de l'Afrique francophone avec le PDCI de la. Mais moi, je crois que le débat juridique, ça relève donc d'une gymnastique intellectuelle qui va être fastidieuse. Comme on l'a dit tantôt, la démocratie requiert un peu de stabilité, un peu de paix. Et que là, il y a beaucoup de répétitions de l'histoire. C'est comme si on était encore en 62, durant le bras de fer entre Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor. Et je ne le répéterai jamais assez. Le droit est élastique. On peut, comment dire, le tirer dans tous les sens, y compris dans le sens de ses intérêts personnels. Et ce qui est souvent dans l'intérêt... Abdoulaye Wade disait qu'il y a parmi les magistrats des... Oui, donc du prêt-à-porter juridique. Comme on dit, il y a du prêt-à-porter juridique. Oui. Moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir assainir le climat politique. Et moi, peut-être pour taquiner, je dirais qu'à quelques encablures de la fête de la Tabaski, le président de la République doit lancer un grand signal. Parce qu'il y a trop de contentieux. Vous parlez de Khalifa Sall, il y en a marre aussi. Il y a d'autres organisations qui sont vraiment d'attaque pour poser certaines questions et qui sont légitimes. Parce qu'il y a eu beaucoup de perceptions, aussi bien par rapport au Conseil constitutionnel que par rapport à ceux qui nous dirigent. Parce que c'est eux qui avaient promis la rupture. Si on se dit, on en revient au tard d'hier. Mais je vous donne un exemple. Il y a à travers le phénomène de la transhumance politique un recyclage, excusez-moi l'expression, mais du personnel politique toxique des anciens régimes. Ne serait-ce que ça, c'est une manière de continuer les travers du passé. Ne serait-ce que ça, on pourrait continuer à formuler les mêmes critiques légitimes contre le Conseil constitutionnel, à croire que Khalifa Sall est victime de ce qu'il est victime aujourd'hui à cause de ses ambitions politiques. Et tout cela, je crois que c'est demeuré. Et donc, par rapport à ce que nous incarnons de par l'histoire, par rapport à la vieillesse, à la maturité de notre démocratie, je crois qu'on devrait faire mieux. Et justement, par rapport à la maturité de cette démocratie-là, professeur, vous le disiez tout à l'heure à l'entame de votre propos, qu'il doit y avoir une autonomie des différents pouvoirs. Est-ce que l'affaire Khalifa Ababacar Sall aujourd'hui ne pose pas problème? Est-ce que ce n'est pas un sacré coup quand même donné à cette démocratie-là qu'on vante un peu partout? Oui, en fait, je crois qu'il y a un travail qui a été fait par l'État, qui a épinglé certaines structures, dont la mairie de Dakar, dans la gestion. Après, on s'est rendu compte qu'avec l'OFNAC, il y avait des structures qui avaient été épinglées, et après, c'est la dame elle-même qui a été limogée. Disons que c'est des pratiques de ce genre qui poussent certains à se poser des questions. C'est cela que Khalifa Sall, à un certain moment, a voulu se présenter pour être maire de Dakar. On lui a dit, il faut que tu te présentes sous le label de l'APR. Et je crois que c'est un des dignitaires de l'APR qui a dit que s'il veut s'en sortir, il n'a qu'à être avec nous. Donc, il y a quand même des problèmes de ce genre qui poussent certains à se poser des questions. Je crois qu'il faut éviter le plus possible de faire cette imbrication entre la politique et la justice. Sinon, ça risque de créer des suspicions, ça risque de soulever des questionnements. Or, on n'en a pas besoin. Je crois que dans ce pays, là, au moment où nous sommes en train de parler, il y a des questions beaucoup plus urgentes qu'il faut régler. C'est vrai que ces questions sont des questions de taille, parce que c'est les fondements. C'est les fondamentaux, si ça ne marche pas, on ne peut rien construire. Je crois que ça, on doit, là où nous avons passé ces types de questions, en nous assurant que nous avons déjà réglé la problématique de la séparation et de l'autonomie des pouvoirs. Et après, nous atteler à l'essentiel. Nous sommes en période d'hivernage, nous préparons la rentrée prochaine, la rentrée des écoles, nous avons, etc., etc. Beaucoup de questions se présentent devant nous. Je crois que ces questions liées à l'indépendance des pouvoirs, j'ai dit, c'est des questions que nous devons régler définitivement. Le pouvoir judiciaire, il doit être un pouvoir indépendant, qui gère les choses de la façon la plus objective qui soit, qu'on ne juge pas les gens en fonction de la politique de tel ou tel autre acteur, mais qu'on considère que devant la loi, nous sommes tous égaux. Et ça, je crois que c'est important qu'on ne manipule pas les choses, qu'on ne soulève pas des questionnements. Parce qu'à partir du moment où les gens
commence à développer une certaine suspicion sur la justice, c'est un risque énorme pour une communauté. Et on a connu évidemment des dérapages et des déchéances même dans certaines communautés fondées essentiellement sur ces types de suspicions que les populations développent. Dérapage, professeur Djibril Diakhaté, vous avez lâché le mot, ce qui nous permet un peu de parler des dérapages sur les réseaux sociaux. Depuis quelque temps, c'est devenu un phénomène à la mode. Ouleymane, notre consoeur, avait été arrêté pour des dérapages sur le réseau social WhatsApp. Il y a eu ensuite les cas Amicole Ledjeng, la chanteuse, et puis Pendaba. Finalement, elles ont toutes été libérées et beaucoup se sont étonnés, malgré tout ce qui a été dit, diffusion de fausses nouvelles, diffamation, elles ont été libérées du jour au lendemain. Et on se pose des questions. Qu'est-ce qui a été déterminant à votre avis dans cette affaire? On s'est rendu compte que c'était un chat ou bien il y a eu peut-être une main politique pour libérer ces dames-là? Il y a certains qui le disent dès lors que l'une des personnes arrêtées appartient au parti au pouvoir. Oui. Mais moi, je crois que de manière globale, en l'espèce, il faut davantage mettre le curseur sur la prévention que la répression. Bon, il faut se dire que c'est une révolution et il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne sont pas préparés. Donc, pour affronter cette révolution. Et je crois que bon, ça les dédouane un peu. Bon, parce que le président, c'est celui qui concrétise donc, le processus historique de dissociation entre l'idée abstraite d'État et les personnes physiques qui le composent. C'est comme qui dirait, celui qui singularise notre universalité. Donc il nous représente à nous tous. Je crois que sous ce rapport, c'est une personnalité sacrée. Donc on ne saurait admettre des attaques à son encontre. Et que l'autre Pendaba a peut-être essayé d'ouvrir une boîte de Pandore à donc, tout ça, la question liée donc, à l'énergisme. Bon, moi je crois que il va peut-être falloir se dire que, bon, excusez-moi l'expression, le vin est tiré, il faut le boire. Mais pour les lendemains, il va falloir mettre donc le focus, je crois, sur la prévention. Parce que nous tous, on éduque des enfants. Mais moi, je ne vois pas un dispositif étatique pour peut-être sensibiliser les jeunes sur ces aspects. Bon, je me demande parfois, est-ce que ce jeune-là ne va pas avoir des acquaintances avec des touristes, donc en parfaite inconscience, méconnaissance de cause. Bon, tout cela, il n'y a pas de formation. Et cela revient à ce que disait le professeur. On est en train d'épiloguer sur des questions qui reviennent comme il y a plus fondamental. Le net, bon, c'est une révolution qui ne date pas de 20 ans. Il va falloir donc tout un dispositif pour accompagner les jeunes, les sensibiliser, pouvoir tirer ce qui est positif de ce net et avancer. Je crois que bon, ça les dédouane un peu. Moi, je fais partie de ceux en tout cas qui saluent cette mesure d'apaisement. Alors, du temps du régime du président Abdoulaye Wade, il y avait une société civile quand même assez forte, des personnalités politiques de la presse notamment qui critiquaient le régime et ça restait dans le cadre des normes, disons, publiques. Macky Sall est arrivé au pouvoir, le constat c'est que toutes ces personnes-là ont migré vers son pouvoir. Il a lui-même cherché à dompter un peu ces organisations, ces personnalités-là. Est-ce que ce n'est pas justement cette erreur-là qui a laissé le terrain libre à d'autres personnes qui, comme le dit Thierno, ne maîtrisent pas forcément le langage qui est permis dans l'espace public et qui aujourd'hui se mettent à insulter comme ils veulent puisqu'il n'y a personne pour dire ce qu'ils ont envie de dire à leur place? Oui, c'est une lecture possible. Mais moi, je pense que ces grands termes qui étaient là, que même s'ils sont allés à un certain moment rejoindre Macky, je crois qu'ils ont gardé quand même leur liberté d'analyse. Et l'objectivité d'analyse. Je leur accorde ce préjugé. Je considère que c'est des personnes que je connais pour l'essentiel. Je crois qu'ils ont gardé ça. Mais moi, à mon avis, je suis d'accord avec Thierno. Qu'il faut mettre l'accent sur la prévention. Et la prévention, c'est l'éducation, c'est l'accompagnement, c'est le renforcement des capacités des jeunes. Il faut aller vers un projet de société partagé par l'essentiel des Sénégalais. Et c'est possible. C'est possible des idéaux partagés vers lesquels nous tendons. Si cela n'existe pas, ce qui risque d'exister, c'est une animosité inutile entre les Sénégalais. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, dans la vie quotidienne, c'est des fois une méchanceté gratuite. C'est des animosités, c'est de l'envie, etc. Donc des choses que nous développons négativement à l'endroit des autres. Et ça, le net n'est qu'un outil. Les réseaux sociaux ne sont que des outils que nous utilisons pour exprimer nous ce qui existe en nous. Hein. C'est juste des outils, c'est juste des instruments. D'accord, avant c'est la parole, ça se place. Maintenant, on a des outils qui nous ouvrent à des espaces plus ouverts et beaucoup plus grands. Et voilà qui fait qu'évidemment la chose atteint des proportions plus élevées.
Mais en réalité, cela a existé depuis plusieurs années, cette animosité gratuite, cette envie qui se manifeste, cette méchanceté qui ne repose sur rien du tout, entre collègues dans un espace de travail, dans la société, dans la communauté, des rivalités qui s'installent, de dire du mal à quelqu'un. Franchement, c'est des choses qui ont tendance à se développer dans notre communauté. Ça demande un travail autour d'un projet de société que nous partageons. Vous allez chez l'Américain, leur différence, il y a quand même quelque chose à laquelle on ne touche pas, c'est la grandeur de l'Amérique. Quelle que soit votre appartenance, il faut toujours œuvrer pour la grandeur de l'Amérique. Vous trouvez le juif, quel que soit ce qu'on peut dire pour les juifs, il y a une union sacrée autour d'une histoire qu'ils ne voudraient plus revivre. Mais vous venez chez nous, nous partageons quoi? Ça pose problème. Il y a un problème, je crois. Le fait d'avoir quelques idéaux, et on considère que ça, c'est pas grave. Ce sont les choses fondamentales qui déterminent le progrès pour toute communauté. Il faut qu'on ait des axes forts autour desquels nous nous entendons. Ça va être toujours, mais est-ce que vous connaissez Moustapha, il fait le malin? Est-ce que vous connaissez, etc. Et cela fait que l'on détruit tout. Et vous l'avez dit tantôt, nul n'est à l'abri. On attaque tout le monde. Tout le monde. Alors ceux-là que l'on considère être des gens franchement en dehors de tout soupçon font l'objet d'attaques. Alors ce qui fait que si on ne fait pas attention, on va en arriver à une situation où nul ne sera en sécurité. Parce que la sécurité, elle n'est pas seulement une sécurité policière. Elle est aussi une sécurité psychologique en termes de préservation de la dignité de la personne. Je crois que c'est important. Malheureusement, nous sommes dans des réseaux exposés où notre dignité est en jeu parce que nous pouvons être attaqués par n'importe quelle personne qui nous en veut alors que nous lui avons rien fait. Alors cette situation est problématique. Dans certains pays qui ne sont quand même pas des modèles de liberté d'expression, je le reconnais, il est arrivé des moments où les gens ont finalement arrêté Facebook, cassé le réseau Internet. Vous dites, dans notre pays, il faut éduquer davantage, mais est-ce que vous pensez que si ça continue comme ça, on peut en arriver à ça, ou bien vous dites que ce serait sur la liberté d'expression? Non, non, moi je ne crois pas qu'on puisse en arriver là, parce que Internet est un moyen d'expression. Par contre, ce qu'il faut peut-être incriminer, c'est le rétrécissement de la surface des libertés publiques depuis quelque temps. Bon, moi je crois que il y avait des gens qui étaient réputés pour être des lanceurs d'alerte qu'on n'entend plus, etc. Bon, nous autres, reprochons cela. Bon, il y a beaucoup de questions de fond qu'on n'ose même plus aborder. Bon, et puis, aussi bien qu'on incrimine les Assad Diouf et autres, bon, moi je crois qu'il y a des personnalités politiques appartenant même au pouvoir, bon, qui sont peut-être réputées à travers un discours très offensif. Pas plus tard qu'il y a moins de 2 mois de cela, moi j'ai entendu un ministre de la République proférer des accusations contre un ancien premier ministre, etc. Et, accusation de meurtre, disons. Oui, il est coutumier du fait, etc. Je crois que l'exemple doit venir d'en haut. Donc ce sont les dirigeants qui doivent inspirer les bonnes mœurs au peuple pour qu'on puisse suivre. Tout est-il que je suis d'accord avec le professeur, il y a une installation progressive d'une certaine animosité, surtout dans l'espace politique. Et que là, bon, personne ne saurait s'inscrire, en tout cas qu'il soit sain d'esprit. Je crois que ça ne nous arrase pas à terme. Mais peut-être, bon, mais carrément les réseaux sociaux, Facebook, etc. Non, ça ne doit pas être possible. Parce que dans d'autres pays, ça a fait des merveilles. N'oubliez pas que durant le printemps arabe, le principal moyen d'expression entre citoyens, c'était les réseaux sociaux. Et que quelque temps, avant même l'avènement du printemps arabe, je crois que le président Hosni Moubarak avait été réélu avec des scores soviétiques. Au Burkina Faso, c'était la même chose. Quelque temps après la réélection, avec un grand score de Blaise Compaoré. Bon, vous passé grâce aux réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Alors, il y a quelque chose quand même, professeur, moi, qui m'étonne, c'est que ce qu'on appelle un peu les insulteurs de l'Internet, citons le cas Hassan Diouf, dont on nous dit qu'il aurait été arrêté par la police de l'immigration américaine. C'est des informations à prendre quand même avec des pincettes. Ce qui étonne, c'est la sympathie dont il bénéficie dans les réseaux sociaux. Moi, il suffit de voir quelqu'un s'attaquer à Hassan pour que pratiquement tous les
habitués des réseaux sociaux commencent à l'insulter. Comment expliquer cette sympathie-là? C'est parce que, comme le disait l'autre, Hassan est en train de dire ce que nous ne pouvons pas dire, ou bien vous dites que ça entre dans le cadre d'une méchanceté gratuite? Non, je crois qu'en réalité, il y a dans nos pays un fossé entre les gouvernants et les gouvernés qu'on cherche à résorber d'une manière ou d'une autre. En réalité, on ne peut pas s'adresser aux gouvernants. On ne peut pas accéder aux gouvernants. Et on utilise tous les subterfuges et tous les détours pour le faire. Les gens allaient s'immoler au feu devant le palais. Je crois que c'était une façon de dire, mais écoutez, nous avons un discours à tenir. Et nous ne pouvons pas accéder à vous. Et finalement, le seul moyen que nous avons pour nous adresser à vous, c'est des moyens de ce genre. C'est la violence, c'est la mort, etc. Là aussi, c'est à peu près la même chose. Je crois que ça exprime une sorte de ras-le-bol d'un ensemble de gouvernés qui ne sont pas satisfaits et qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, qui n'ont pas la possibilité de dire ce qu'ils veulent dire. Vous avez les officiels qui nous appartiennent à nous tous, je veux dire aux médias d'État, qui sont utilisés malheureusement de façon tendancieuse. C'est ça la vérité aussi. Absolument. Et ça fait finalement que les gens se disent, mais comment je peux faire pour dire, pour parler? Pour qu'on m'entende. Pour qu'on m'entende. Et vous voyez, évidemment, quand vous utilisez ces choses-là, les gens ont tendance à applaudir. C'est une façon de dire, mais en fait, toi, au moins, tu as le courage, tu peux accéder, tu peux dire certaines choses. Je crois que la solution, c'est travailler dans le sens de démocratiser davantage, notamment les moyens de communication officiels qui nous appartiennent. Ils doivent refléter nos différences, nos identités, nous donner la possibilité de nous prononcer. Parce que dans un système démocratique, lorsqu'il n'y a pas possibilité d'entendre différents sons de cloche, il y a problème. Parce que c'est quand même... Il faut accepter la différence. Ce qui fait la beauté d'un tapis, dit Amadou Ampateba, c'est la variété de ses couleurs. Alors, parce que c'est quand même étonnant dans un pays comme le Sénégal où vous avez des médias d'État qui ont les moyens de permettre à chaque citoyen de dire ce qu'il a à dire. Quand il y a des inondations dans la banlieue, par exemple, on n'appelle pas la RTS pour venir permettre aux populations de dire qu'ils... On appelle plutôt Walfadjri pour venir faire ce travail-là. Mais finalement, les gens se disent il faut trouver d'autres moyens pour s'exprimer. Et puisqu'on ne peut pas insulter sur les télévisions, disons, normales, on passe par Facebook pour le faire. Justement, à propos de ces insultes-là, ce discours qui a commencé sur les réseaux sociaux, il y a un texte écrit par le philosophe Hamidou Dia, conseiller spécial du chef de l'État, qui revient un peu sur ça et qui pose une question très simple. C'est que pourquoi Senghor était sérère, on n'a jamais eu ces problèmes-là. Abdou Diouf a gouverné le Sénégal, Abdoulaye Wade, on n'a jamais eu ces problèmes-là. Et il dit, est-ce que ce n'est pas parce que Macky Sall est Alpulaar bon teint que ces questions se posent? Et beaucoup ont réagi quand même contre une telle lecture. Votre avis, est-ce que le problème, c'est les citoyens ou bien c'est le mode de gouvernement qui pose problème, qui n'était pas la même chose que sous Wade ou Senghor? Bon, moi, peut-être que je n'ai pas encore lu la contribution du professeur Hamidou Dia, mais si c'est lui donc, de cette contribution, bon, c'est bien lui, donc vous le confirmez. En tout cas, ce n'est pas digne de son rayonnement intellectuel. Pourquoi? Parce que poser le problème de cette manière, pourtant Mamadou Dia était alpulaar. Il dénonce même l'ethnocentrisme wolof. Non, la question ne se posait pas en son temps. Donc Senghor, il y avait une notion qu'il avait inculquée aux gens, le commun vouloir de vie commune. Et cela se manifestait donc par, même quand il formait un gouvernement, vous voyez qu'il y avait ce qu'on appelle la notion d'équilibrage régional. On faisait les Sénégalais issus de toutes les régions soient bien représentés, toutes les etc. Bon, je prends par exemple, je cite l'exemple du ministre, l'ancien ministre de la Communication, Moustapha Guirassy de Kédougou. Bon, quand au lendemain donc de sa prouesse électorale à Kédougou, bon, il a déploré qu'il n'y ait pas un fils de Kédougou qui soit dans le gouvernement, qui soit même à la tête d'une grande direction, etc. Et pour qui sait toutes les ressources naturelles donc, dont regorge Kédougou, et pour qui sait tous ces problèmes qu'on a notés donc, dans la région depuis quelque temps, moi, il y a eu une erreur d'appréciation quelque part. Bon, excusez-moi l'expression, mais il faut tourner quelque part. Donc, un bon élève du président Léopold Sédar Senghor ne ferait peut-être pas ça. Et Abdou Diouf surtout, lui aussi, bon, il a incarné l'orthodoxie républicaine.
En tout cas, on peut donc tenir des reproches en son encontre au plan économique, encore que son règne a coïncidé avec l'application des plans d'ajustement structurel où c'était la rigueur des temps. Mais sur le plan des formes, sur le plan de la symbolique d'État, moi je crois aussi bien que le président Léopold Sédar Senghor ont posé des actes majeurs de nature à renforcer les liens historiques de solidarité sociale qui ont toujours existé au Sénégal. Donc poser le problème de cette manière pour vouloir défendre Macky Sall en disant que bon, il y aurait peut-être un acharnement contre sa personne sur cette question, moi je crois que c'est se tromper peut-être de paradigme. Justement, tout est-il que ce sont des choses dont on n'osait même pas parler. Dont on n'osait même pas parler. C'est ça la question. Pourquoi on en parle maintenant? Parle maintenant. Il y a un problème de perception, il y a des actes qui sont posés et qui sont donc de nature à peut-être susciter certaines interrogations. Alors, il le dit dans son texte, professeur Hamidou Dia, que les Wolofs ont cette tendance-là à tout ramener vers eux. Il dit « la vérité est Ndiaye ». La lune est Wolof, Wolof, le boubou est Wolof, on dit boubou Wolof. Pour cela, tout cela fait que les autres ethnies se sentent un peu frustrées. Et il dit que du temps de Senghor, pas du temps de Wade, pourquoi ça se pose maintenant du temps de Macky Sall? Pour vous, c'est justement un problème de perception ou bien il y a des actes qui ont été posés par le pouvoir et qui fait que les gens se sentent un peu qu'il y a une ethnisation du pouvoir? Oui, moi j'ai lu la contribution du professeur, mais je crois que c'est aussi une question de lecture. De lecture. Le professeur considère que l'identité est à assumer. L'identité est à assumer, mais cette assumation de l'identité ne doit pas signifier l'exclusion de l'autre. Absolument. L'identité inclusive. J'appartiens à un groupe, je revendique mon appartenance à ce groupe, mais je n'exclus pas les autres. Premièrement. Deuxièmement, nous avons des traditions et des pratiques qui étaient de nature à travailler dans le sens de rapprocher les identités différentes entre guillemets. C'est des traditions de parenté à plaisanterie, c'est des traditions confrériques, etc., qui sont des traditions d'intégration. Parce que les confréries se situent au-delà des clivages ethniques et développent une sorte de solidarité pluriethnique. C'est valable la parenté à plaisanterie. Donc, revendiquer une identité, un sentiment d'appartenance, mais qui n'exclut pas le fait d'appartenir aux autres, le fait d'intégrer les autres. Donc, tous ceux qui développent ces réflexes d'exclusion en considérant que tout se ramène à eux, ont tort. Je crois que c'est vraiment la vraie lecture, c'est sa compréhension que j'ai, et qu'il ne faut pas, il faut revendiquer une appartenance à un groupe, revendiquer une appartenance à une autonomie, mais en reconnaissant les autres et en les intégrant. Donc une identité inclusive et non pas exclusive. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut avoir aussi du propos de Guirassy, c'est une gestion, c'est la représentation. Je crois que c'est important. C'est-à-dire que dans nos États, dans nos gouvernements, on a toujours travaillé dans le sens d'équilibrer les choses, de faire en sorte que les uns et les autres se sentent représentés. Je crois que la notion de représentation est fondamentale. Je me dis, je suis présent au centre et qu'il n'y a pas, à part de ce moment-là, pour parler comme Samir Amin, un centre et une périphérie. Que tout se joue autour du centre et que la périphérie serait plus ou moins exclue. Il ne faut pas l'oublier, en fait. Le arrivé au Sénégal, il a travaillé dans le sens de mettre en place une économie de traite, en concentrant l'essentiel des infrastructures de production au niveau du littoral, et notamment au niveau de Dakar, qui est la partie la plus avancée dans l'océan Atlantique. On le comprend. Il met des usines au niveau de Dakar, il prend la matière première de l'intérieur du pays, notamment l'arachide, le coton, etc. Il achemine cette matière première au niveau du littoral, il transforme et après il met dans des bateaux et il transporte vers le métropole. Qui fait qu'aujourd'hui, la région de Dakar, qui fait juste 550 km², est la région la plus petite du Sénégal, mais la plus densément peuplée du Sénégal. Dakar est plus peuplé que le Gabon tout entier. Or, le Gabon est plus vaste que le Sénégal. Le Gabon fait plus de 220 000 km², le Sénégal fait 197 000 km². Il y a un problème en termes de réaménagement du territoire et c'est cette lecture-là qu'il faut avoir du propos de Guirassy. Il ne faut pas qu'il y ait une périphérisation de certaines localités. Il faut que tout le monde soit représenté, que tout le monde se retrouve dans cette affaire. Je crois que c'est un élément important aussi, la notion de lecture. La notion de lecture, c'est que Hamidou Dia se situe dans la perspective où il faut un sentiment d'appartenance. Mais ce sentiment d'appartenance à un groupe ne doit pas exclure les autres. Malheureusement, il y a certains, comme les dérives qu'on a notées au niveau du net, qui ont exprimé ce sentiment d'appartenance, mais sous sa forme exclusive.
Donc il faut exclure les autres. Je disais tantôt en citant Amadou Hampâté-Bâ que ce qui fait la beauté d'un tapis, c'est la variété de ses couleurs. L'autre est différent de moi, mais c'est parce qu'il est différent de moi qu'il m'enrichit. Et j'ai besoin de m'installer dans une posture où je m'ouvre à l'autre. Et c'est là où je crois que nos États ont un travail à mener. C'est-à-dire un travail d'intégration, c'est important. Un travail qui nous participons tous à une œuvre, le projet de société que nous partageons. Je crois que si ça, on n'arrive pas à mettre le curseur là-dessus, je crois qu'on aura... En tout cas, le professeur Hamidou Dia a eu le courage de poser ce débat-là. Et c'est très intéressant d'ailleurs de suivre les réactions, des réponses par rapport à ce qu'il a écrit. Très rapidement, on va terminer sur ça, cette notion d'équilibrage, faire de telle sorte que on se sent tous représentés, on va vers un remaniement ministériel ou gouvernemental, c'est selon... la rentrée. Est-ce que vous pensez que dans la perspective des élections de 2019, le président de la République va prendre en compte ces questions-là? Bon, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Équilibré pour ne pas perdre mais tel que nous sommes instruits par le passé, bon, moi, je n'attends personnellement pas grand-chose de ce remaniement par rapport à l'efficacité. Par rapport à l'efficacité. Parce que quand on se permet de demander à des ministres des comptes politiques, leur dire que si vous ne gagnez pas votre base, vous ne resterez pas dans le gouvernement, vous allez perdre vos postes. Un discours qui nous prédispose à une vision sombre, je dirais, de l'avenir. Mais pour le bien du pays, il faudrait effectivement veiller à une meilleure répartition des responsabilités à travers le territoire national. Parce que c'est ce que nous avons hérité, comme je l'ai dit tantôt, du passé. C'est ce qui renforce donc la cohésion nationale. Donc, et je crois que bon, on va peut-être s'appesantir sur cela par rapport... En tout cas, grand merci à vous, Thierno Ibrahima Diop. Je rappelle que vous êtes journaliste chroniqueur et que vous étiez avec le professeur Djibi Diakhaté, professeur avoir bien voulu répondre à notre invitation. Donc les invités de ce numéro d'Actu en 7 qui est à présent terminé. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui m'ont aidé à vous le présenter, notamment Oustaz Zandiouk à la coordination, Elhadji Modou Diouf qui a assuré la partie technique, mais également Fatou Mata Sey. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité à Walf TV et bien à vous.